aussi cordialement, je salue les Finelles, celles qui, leur soirée, pour venir participer aux travaux, qu'ils en soient dans tout le conseil municipal chaleureusement remerciés. Voilà. Nous aurons l'occasion, qui le souhaitent, comme c'est de tradition en fin de séance, de poser des questions, nous interpeller, voire nous titiller s'ils le souhaitent. C'est l'esprit même de ce lieu ouvert au public. Alors, je vais d'abord lire les pouvoirs. Donc, Madame Françoise Corne donne le pouvoir à M. Claude Patola. M. Didier Riard donne pouvoir à votre serviteur. Madame Bachelet donne pouvoir à Madame Moreau. Madame Feleka donne pouvoir à M. Malmassari et M. Philippe Esprit à M. Laurent Monsenbourg. Voilà, n'oubliez personne. Là. Il appartient de désigner une secrétaire de séance. Celle qui avait notre préférence ne portait pas. Nous avons une petite pensée pour elle puisqu'elle a subi une intervention chirurgicale, tout va bien. Donc je propose que nous désignions Madame Bloquin, peut-être, si elle veut bien assurer avec plaisir. Je dirais avec plaisir et surprise. Voilà. Alors, le premier sujet à l'ordre du jour, enfin second, puisque nous avons désigné, concerne l'approbation du procès-verbal du 11 décembre que vous avez pu découvrir. Y a-t-il des remarques concernant ce compte-rendu? Je vous en prie, vous avez la parole, Madame Marnès. Oui, merci. Il me semble qu'il n'y a pas les questions diverses. Vous me donnez une seconde? Oui, oui. Pour vérifier, Madame. De mémoire, je crois que vous avez raison, parce que pour avoir relu le document, en effet, parce que nous nous sommes arrêtés. Alors, je me permets de poser la question à mon directeur général. Est-ce que, pour remplacer, nous relations les questions diverses, monsieur le directeur général? Oui, c'est succinct, même si ça n'a pas de valeur importante, puisque ce n'est pas une décision. Eh bien, nous corrigerons le tir, chers collègues. Initialement, nous présentons des excuses. Comme le dit le directeur général, ça ne relève pas en droit strict des comptes rendus et des délibérations qui sont soumises au contrôle de légalité en préfecture. Mais nous veillerons, puisque sinon, ça ne fait pas sens d'avoir des questions diverses. Il vous vient vouloir, nous corrigerons et amenderons le 11 décembre et veillerons pour le prochain conseil, s'il y a des questions diverses, à les inscrire dans le compte rendu. Y a-t-il d'autres remarques concernant l'approbation? Il n'y en a pas, donc je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Oui, M. Patola, non? Vous vouliez... Non, non, non. Excusez-moi. Donc adopté l'unanimité, je vous remercie. Je donne à présent la parole à M. Henri de Mérignac, qui veut nous proposer l'attribution d'une subvention. Je lui cède la parole. Donc, comme vous le savez, une convention a été passée donc, il y a à peu près 2 ans avec la compagnie Caractère. Cette convention donc, s'est traduite par une activité très importante au niveau de la compagnie qui, au-delà du spectacle qui avait été présenté auparavant à Haïm et Carnet du sous-sol, on s'est achevé en apothéose avec Lorenzaccio, qui a été, comme vous le savez, un spectacle très très important, avec une trentaine de comédiens, avec un travail en amont absolument colossal, et puis un souci de création qui, pour ceux qui ont pu le voir lors des 3 représentations publiques, était absolument remarquable. Donc, ce qui vous est proposé là, donc c'est la suite, puisque c'est une compagnie en résidence, c'est la suite de la matérialisation de la convention, qui se traduit par une subvention de 18 000 €, qui d'ailleurs a été un peu diminuée cette année, comme l'ont été toutes les subventions au niveau des associations, et qui représente pour cette année la subvention 2015.
Donc ce qui vous est proposé, c'est d'avancer un petit peu cette subvention, puisque la compagnie effectivement doit poursuivre son travail de création. Et simplement, il est intéressant de voir que les moyens qui ont été mis en œuvre aussi bien par la ville que par la compagnie ont abouti véritablement à un travail théâtral assez extraordinaire et qui caractérise bien la volonté de la ville de faire un travail de création au niveau du théâtre qui peut véritablement faire un petit peu exemple et donner la voie à de futures créations qui peut-être auront des formes différentes, on ne sait pas, mais qui font appel aussi à la capacité de travail et aussi du travail pédagogique qui a fait caractère en direction des écoles et qui certainement évoluera vers d'autres formes. Donc ce qui vous est proposé, c'est simplement de prolonger ce travail à travers la subvention que la ville accorde à la compagnie Caractère. Je vous remercie, monsieur Mérignac. Y a-t-il des questions concernant ces deux délibérations? Je crois savoir qu'une très grande majorité, tu l'as très bien décrit avec l'enthousiasme qui te caractérise Henri, ce qui a été la dernière création, je dirais, de notre compagnie, parce que j'espère que pour certains vous aurez eu le loisir ou le plaisir de vous rendre pour ces avant-premières à la ferme des Jeux. Je me permets juste d'autoriser Henri, peut-être parce que je suis devenu très mal matériel, je vais bien rajouter des chiffres. C'est-à-dire que ce sont plus de 550 personnes sur 3 représentations qui ont pu assister à cette belle création, qui s'est produite encore à Chelles le vendredi dernier devant plus de 500 spectateurs. Volpénil était à l'honneur, qui sera à Versailles au théâtre Montancier la semaine prochaine pour 4 ou 5 dates si je ne m'abuse, et qui ensuite parcourra la France pour au final 17 dates, dont des théâtres aussi prestigieux que la Criée à Marseille. Donc voilà, je pense vraiment qu'on peut se féliciter de cette création. Et oui, Henri, tu as raison de rappeler aussi qu'il y a tout le travail, ce fameux triptyque qui fondait cette convention, sur le travail notamment de fabrique des idées. Les conférences que donne Gérald Carouti rencontrent un grand succès. Il ouvre de nouveau en 2015 une nouvelle séquence après qu'on ait travaillé sur l'héroïsme. La prochaine, c'est sur l'utopie. Et là aussi, je vous invite, mesdames et messieurs, à prendre le temps, parce que c'est l'art et l'intelligence du personnage, c'est que on comprend ce qu'il raconte. Voilà. Ça peut sembler quelquefois sur le papier un peu complexe, on est un peu intimidé, et puis lorsqu'on assiste à ces conférences, on ressort en se disant qu'on est un peu plus grandi, qu'on a pu nous aussi s'émanciper, mieux comprendre, je dirais, apprécier la lecture qu'il fait du monde, de l'art, de la littérature en particulier. Voilà. Juste un petit point à propos de ces conférences qui sont absolument remarquables et que, bon, malgré tout, c'est le mercredi soir en général, on n'a pas forcément la possibilité d'y aller, mais elles sont actuellement mises sur le site de la ville et ça peut être intéressant à ce moment-là de voir ou revoir ces conférences si on n'a pas eu l'occasion de les voir de nouveau. Et vous verrez qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'on a affaire à un grand conférencier très vivant. Et on apprend effectivement des tas de choses, c'est une véritable expérience. Donc vous êtes conviés à suivre ces conférences différées sur le site de la ville. Voilà, et pour être complètement exhaustif, parce que nous sommes enthousiastes, vous l'avez bien deviné, de dire que chaque année ce sont plusieurs centaines des lycéens et des collégiens du niveau que soit qui, au titre de l'animation théâtrale, sont concernés par cette convention. Voilà, et de vous inviter, pour ceux qui n'ont pas vu, il reste quelques dates. Versailles, c'est pas très loin. C'est une mise en scène extraordinaire et après les événements que nous avons vécus, eh bien, cette pièce fait sens. Voilà, la liberté. Hein. Donc s'il n'y a pas de remarques ou de questions, je mets aux voix. Ah, excusez-moi, Madame Bellin, vous avez la parole. Oui, je voulais ajouter.
Je voulais ajouter aussi l'implication des membres de la compagnie dans les écoles, par des ateliers avec des enfants de CM1, CM2. Donc ce travail a déjà été amorcé l'année dernière et va être continué cette année et l'année prochaine. Et puis puisque c'est le temps des Grands Prix, nous croisons les doigts parce que dans quelques semaines, l'équivalent des Molières du théâtre va se dérouler à Londres et peut-être que Volpénic va être à l'honneur puisque l'acteur fétiche des Carnets du sous-sol, Harry Lloyd, est, comme on dit, nominé. Voilà. Et j'ai posé une condition à cette subvention, c'est que si jamais il était nominé, qu'il monte sur scène même en anglais et qu'il ne citait pas Volpénic, nous réduirions encore la subvention en voie de conséquence. Voilà. On va apporter une petite touche d'humour dans ce contexte culturel. Merci Madame Pétain. Donc je mets aux voix, y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? 2, 4, 5, je suis adopté. Je ne doute pas qu'après que vous l'avez vu à Versailles, vous changerez d'avis, mais j'entends cette abstention cohérente avec celle que vous avez déjà adoptée lorsqu'il s'est agi d'adopter cette convention. Je donne maintenant la parole à M. Malmassari pour une ouverture de crédit budgétaire en ce janvier 2015. Monsieur le maire, il s'agit d'une demande d'ouverture de crédit budgétaire en investissement. Vous savez que tant que le vote du budget n'est pas réalisé, c'est 2015, on est obligé d'ouvrir des crédits budgétaires en investissement. Vous savez que l'informatique a été mutualisée avec la communauté d'agglomération, mais il a été mutualisé uniquement au niveau fonctionnement. Tout ce qui est de l'investissement reste à la charge de la commune. Donc, mais néanmoins, la communauté négocie les marchés d'acquisition. Et donc, il y avait un marché d'acquisition sur les imprimantes. Et pour rentrer dans ce marché, on est obligé de libérer et de commander les imprimantes tout de suite. Donc, en fin de compte, on vous demande d'accéder à cette ouverture de crédit budgétaire pour un montant total, je ne fais pas fait l'addition, 15 744 euros qui correspondent dès l'imprimante. Alors, on a un marché de photocopieurs qui prendra fin l'année prochaine, donc on réintégrera le marché avec la communauté l'année prochaine. Là, ça concerne que des imprimantes. Et la grande différence, c'est qu'on ne paiera plus les cartouches. Là, le contrat a été fait au coût à la copie. Donc, il doit demander cette ouverture de crédit budgétaire. Merci, M. Malmassari. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Il n'y en a pas, je les envoie. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Vous ne pouvez vraiment pas imprimer. Alors, écoutez, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. La parole est à maintenant M. Henri Reyes pour un projet de vente de la Maison de la Solidarité en cœur de ville. Vous avez la parole, M. Reyes. La Maison de la Solidarité, oui. Vous la connaissez toutes, c'est la maison, grosse maison qui se situe entre la rue de Crespi et le parc Schumann. Ça s'appelle l'allée de Crespi, je crois. Donc nous avons mené une réflexion sur la gestion dynamique du patrimoine et également sur la réorganisation des services municipaux. Et ça nous a conduit à envisager la mise à la vente de la Maison de la Solidarité. Actuellement, elle accueille donc la direction des solidarités et une antenne du secours populaire. Alors c'est la petite verrue qu'il y a dedans, qui est assez moche. Le secours populaire, l'antenne, qui fait du stockage, je crois. Nous avons reçu donc une proposition de la part de M. Gilles Ravaudet, qui a été étudiée donc, par les élus service urbanisme également, et elle a suscité grand intérêt parce que, au-delà de la seule acquisition de la maison qui, bien entendu, était faite pour embellir, bien sûr, le projet, disons que s'inscrit bien dans le projet qu'on avait, le projet de cœur de ville qui avait été envisagé déjà après une étude de ozone, qui date de quelques années. Elle s'inscrit dans cette proposition, ce projet s'inscrit totalement dans cet esprit-là. Et ça intègre donc la maison communale, celle que l'on veut vendre, et la maison, enfin la propriété qu'il y a derrière, qui du coup va se retrouver désenclavée. Tout ça, bon, conformément au projet du cabinet Ozone. Enfin, proposition, pardon. Les domaines ont été saisis, ils nous ont retourné un prix et un descriptif des locaux qui n'était pas très sympathique, enfin bon,
C'est une vieille maison qui date des années, début des années 80 et évidemment elle a un gros potentiel, elle est au centre-ville, mais ça nécessiterait de nombreux travaux pour pouvoir la faire fonctionner ou plutôt habiter aux normes actuelles. Ne serait-ce que donc les dimensions des chambres sont très petites, paraît-il. Vous avez une grande salle à manger immense avec un gros plafond qui est possible à chauffer. Vous avez 2 étages. Bien sûr, quand vous recevez du public, c'est pas du tout adapté à un accueil. Là, il n'y a pas de garage. Qu'est-ce qu'il y a en gros? Ils ont parlé de la clôture qui était moche, qui s'effondrait. Donc l'offre de M. Rabaudet nous propose déjà le prix à 270 000 €, qui était le prix des domaines. Et en plus, il y aura une prise en charge de la réfection de la voirie communale, de l'allée de Crespy, qui actuellement est du terrain un peu tassé. Là, donc il y aura, au-delà des réseaux, qu'il va falloir qu'il tienne compte quand même, hein, parce qu'il va passer des réseaux là-dessous, il y a le compactage, le bitume, les trottoirs, les bordures et les espaces verts. Ça a été estimé à 60 000 €. Moi, ça me paraît, enfin, tant mieux, mais ça me paraît léger. On va pas se plaindre. Le projet lui-même, donc, c'est la réorganisation du bâti existant. D'abord, dans un premier temps, on va supprimer cette verrue là, qui sert au stockage du service au secours populaire. Si vous y passez, vous verrez, ça saute aux yeux. Et donc, la maison elle-même va être rénovée en 2 habitations sur 2 niveaux. Une maison assez grande. Donc, ils vont en même temps faire l'isolation aux dernières normes, bien entendu, etc. Des ouvertures, créer des escaliers, enfin, tout ce qu'il faut. Et en même temps, la partie arrière, donc c'est une parcelle de 878 m². Donc la partie arrière va être utilisée en 2 parcelles pour construire 2 logements nouveaux individuels. Et qui en même temps permettra, donc il y aura un accès qui sera entre ces constructions et le parc de Chouinel-Légunes, qui fera donc le désenclavement de la partie arrière. Mais ça, je ne sais pas plus. Donc voilà le projet qui nous a mené à vouloir vendre la maison de la solidarité. Donc on soumet ça au vote. Après question, Merci monsieur Méliès. Y a-t-il des questions concernant cette proposition de délibération? Monsieur Portola, vous avez la parole. 2 questions. Les occupants actuels dans quel endroit de le pays? Les employés de la maison de solidarité, ainsi que le secours populaire, on est situé dans quel locaux? Ce sont vos 2 questions, monsieur? Pour le moment, oui. Ah. Vous avez ensuite alors, bien évidemment, nous avons anticipé, mais bien sûr appréhendé ces 2 doubles questions. Pour ceux qui, soit par curiosité, soit par intérêt ou par nécessité, sont allés à la Maison des Solidarités ou bien au Secours populaire, constateront comme nous que ce n'est pas digne d'un accueil qui soit à la hauteur des difficultés qu'on éprouve ou des conditions de travail de nos collaborateurs. Je vais préciser cela parce que ces éléments de motivation, et je ne veux pas masquer ici, je l'assume, que c'est une recette aussi en investissement pour la commune pour son budget 2015, comme nous l'avons toujours dit. Donc aujourd'hui, si vous éprouvez une difficulté dans la vie, j'ai cette formule, et vous me la pardonnerez car elle est très malheureuse, de double peine. C'est qu'en content d'éprouver une difficulté, vous rentrez dans un endroit qui est devenu très triste, qui n'offre pas l'ergonomie, voire quelquefois la confidentialité qui est requise. Et je pense autant au service de la ville qu'aux familles qui vont au secours populaire, dont le nombre est allé croissant ces dernières années. C'est quand même un élément important de motivation et de décision vers laquelle nous nous orientons, en tout cas qui vous est soumis ce soir. Dès lors, et conformément à ce que je viens de dire, l'idée serait de transférer le service de la solidarité dans le pavillon qui avait été acquis il y a quelques années par la ville, parce que je rappelle souvent les débats entre nous, sentiment qu'on se défait d'actifs. Je trouve que là, nous avions acquis une maison en son temps qui héberge aujourd'hui le directeur général des services, son assistante, ainsi que notre développeur économique. Les 3 personnes que j'ai citées réintégreraient la mairie principale. Il y a une capacité par redéploiement, je ne rentre pas dans les détails ici, c'est vraiment, si
si vous me donnez cette expression, de la sauce interne, pour y accueillir le service des solidarités de la ville de Volpeni. Donc en cœur de ville, avec un parking à proximité. Je pense à Ginette qui va quasiment tous les jours, notamment pour traiter des questions de logement, ou Madame Miek aussi quasi quotidiennement, voire 2 fois par jour, et d'autres qui s'y rendent. De sorte que le directeur général des services, l'assistante, ainsi qu'Asia, il reste encore, pour être complètement transparent, à vérifier où se situera l'emplacement. Donc ça c'est réglé. Nous cochons la case d'un meilleur accueil de nos concitoyens et des conditions de travail de nos collaboratrices et des élus. Pour le secours populaire, la solution n'est pas complètement trouvée, mais il y a un engagement que j'ai pris devant l'association il y a quelques semaines avec Colette. Il se peut qu'il y ait une solution intermédiaire en attendant une solution future. La solution future, elle existe déjà, mais comme on fait ça en intelligence avec le secours populaire, alors il faut conjuguer à la fois les capacités de stockage, je pense d'abord aux matières sèches, notamment sur la nourriture, ça prend beaucoup de paquets pour les familles, des vêtements, et puis ensuite, parce que pour dire les choses, il y a toute une série de choses qui sont stockées par l'association qui, à mon avis, n'ont plus lieu d'être. Et en fait, on va ouvrir un débat, notamment avec les dames, parce que pour l'essentiel, ce sont des dames qui sont au cœur de cette association, de voir si le nombre de mètres carrés, l'énergie requise pour faire des braderies, pour quelquefois des montants minimes, pour dire les choses, mais il n'y a aucun jugement de ma part, ne doit pas les conduire elle-même à se réinterroger sur les surfaces nécessaires, voire à se réinventer sur les conditions d'accueil. Donc je pense que la priorité, c'est les conditions d'accueil. Deuxième élément, en discrétion. Parce que voilà, c'est jamais simple d'aller frapper une porte pour ressortir avec un panier repas. C'est pas seulement ça, on ne va pas seulement pour se populer, on est aussi quelquefois pour aller chercher des places de cinéma. Voilà. On va aussi pour quelquefois juste avoir un coup de main pour instruire un dossier administratif, je ne peux jamais l'oublier. De sorte qu'au service technique, pour dire les choses, il y a une solution. Je passe au couvert d'Alain, de ce double stockage. Resterait à trouver la question de l'accueil. Là, il y a une solution qui pourrait s'esquisser, mais pas complètement arrêtée parce qu'on ne fera pas sans l'accord du secours populaire, qui pourrait, pour ceux qui sont boulistes ou qui ont récemment vu cela près de la Buissonnière, ce serait de construire une extension en bois un peu plus chaleureuse qui permettrait, parce que là il faut en fait un espace subdivisé, je dirais un accueil et un bureau refermé, c'est-à-dire d'avoir un petit pavillon en bois dans l'espace des services techniques. Ça c'est l'hypothèse 1. Il y a une autre hypothèse que nous avons à un moment investiguée qui n'a pas retenu leur attention, qui était dans le cadre de discussions, j'y reviendrai un jour en conseil municipal avec la commune de Livry-sur-Seine. Nous avons ouvert une discussion sur ce que nous pouvions mutualiser ensemble de manière intelligente, c'est-à-dire comment mutualiser des services, des moyens, pour que ça coûte moins cher à chacun. Nous sommes proches et je pense qu'il y a des choses qu'on se fait ensemble, ça a déjà été évoqué, on a eu une réunion, je comprends, sur les enjeux d'urbanisme, des neigements, bref, des choses très concrètes, des barrières, des choses sur lesquelles nous pouvons nous entendre, puisque nous accueillons beaucoup d'enfants, collégiens et lycéens de Livry, qui fréquentent nos équipements culturels. Il y avait, pour ceux qui connaissent, ce qu'on va appeler la future mairie, qui est un joli parc avec une maison de maître, une dépendance qui aurait pu accueillir le secours populaire. Mais ça nécessitait pas mal d'aménagements et nous avons senti, en tout cas Colette me l'a relaté, voilà, c'était peut-être un trop gros changement, mais c'était bien desservi par le bus que quittait Volpeni. Nous abandonnerons, je suis cohérent avec ce que je dis, ça ne se fera pas sans leur accord. Et puis il y a une troisième solution sur laquelle on est vraiment au balbutiement de la réflexion, qui pourrait être à Beuve-et-Gantier. Pourquoi? Beuve-et-Gantier, grâce à Famille Laïque, en dehors du temps scolaire, est très vivante. L'école est très vivante. Et qu'il reste un troisième niveau qui n'est pas aménagé. Et entre le développement de Famille Laïque et éventuellement un transfert du secours populaire, et sous réserve ensuite de répondre à un certain nombre de conditions qui sont dites d'accessibilité et de sécurité, pour dire les choses très clairement, sur lesquelles nous sommes en train de travailler, et alors même que nous avons des sous-sols qui permettent, je dirais, d'accueillir ce que j'appelle, si on est dans un logique de flux tendu, un stock à minima, il y a 2 petites caves qui sont disponibles,
C'est une des solutions qui est envisagée. On est assez serein sur le temps parce qu'on est en janvier. Aujourd'hui, il s'agit de délibérer pour nous permettre de vendre la propriété et qu'il est clair avec M. Rabaudet qu'une des conditions, c'est que le transfert ne se ferait qu'après que nous avons à la fois fait quelques aménagements pour le redéploiement interne des services et après que nous avons trouvé une solution pour le secours populaire, car c'est la condition même de la vente. Sans quoi, tout ça sera suspendu. Mais bon espoir de deux solutions que nous avons évoquées, nous, en groupe majoritaire, voir si d'autres idées émergeaient. Elles sont les bienvenues. Voilà pour répondre, monsieur Portola, à votre double question juste. Le souci étant aujourd'hui, d'abord le secours populaire, parce que pour le premier point, c'est quasiment résolu. Il y a d'autres questions sur cette délibération? Monsieur Portola, vous avez d'autres questions? Non? Juste une petite question pour moi, s'il vous plaît. Je vous en prie, monsieur Robert. Au niveau de l'accueil, justement, au niveau du secours populaire, puisque si ça devait effectivement être au-dessus de l'association laïque, on a prévu au niveau des personnes à mobilité réduite, parce que ça va être un peu compliqué par contre. Oui, c'est ce que alors pardon. Vous avez fini, pardon. Excusez-moi. Oui, non, c'est bien ça le sujet du Robert, c'est qu'en fait, peut-être faudra-t-il jouer entre le 2 et le 3, entre famille laïque, parce que même famille laïque, aujourd'hui, la question d'un escalier de sécurité est posée. Il faut dire les choses. Sera-t-il côté cour ou côté rue? La question est posée. C'est Alain Tafoureau, une bonne amie, qui nous a interpellé sur cette question-là. Faudrait-il un ascenseur? Je ne sais pas. Donc, ce n'est pas une décision à prendre à la va-vite, parce que ça veut dire que c'est un investissement en dur, pour une certaine durée, et notamment discussion qu'on doit avoir à la fois. Nous sommes chez nous, si je peux me permettre, avec famille laïque. Et ça fait sens que récemment, ils ont lancé une initiative, vous savez, sur les repas solidaires. Permettre à certaines familles, pour 1 euro, de partager, même de cuisiner. Bref, il se passe quelque chose de très positif. Donc c'est sous réserve, en effet, ce qu'on appelle de répondre aux normes ERP, que le transfert se ferait, mais sans présager de qui pourrait occuper les espaces, parce qu'avant de s'engager comme ça, mais je suis complètement transparent ici, vérifions la nature et la qualité des travaux, parce que il se peut que ça coûte finalement peu à la commune, je m'en explique. Il se trouve qu'au regard du statut du secours populaire comme de famille laïque, ils sont éligibles à des concours publics, notamment la caisse d'allocation familiale. Donc je vous la fais peut-être un peu simpliste, mais je pense que l'essentiel des aménagements intérieurs pourrait être supporté par des tiers. Je pense même au département qui accompagne et soutient ce genre d'aménagement, et que ce qui pourrait incomber à la commune, et dans ce cas-là ça ferait sens, et il faut se reposer la question de l'usage que pourra en faire l'école, d'avoir éventuellement le financement d'un escalier ou d'un ascenseur à l'instar de ce qu'on avait fait. Mais je le dis ici, ça ne sera pas à n'importe quel prix, parce que quand même il y a de la hauteur. Donc il ne faut pas... on va évaluer, on dira ici ce que sont le coût de chacun des chantiers. On sait ce que coûterait ce que j'appelle le beau cabanon en bois au service technique, parce qu'on a un élément de repère avec ce que nous avons fait pour les boulistes. Je rappelle que ce que nous avions dit avec les boulistes, l'engagement que nous avions pris, nous l'avons tenu. Et ce sera la même règle avec le secours populaire. Mais je vous dis, il faut faire un tout petit peu un travail avec ces dames, parce que moi je peux comprendre le militantisme, c'est aussi toutes ces braderies, mais elles s'y épuisent. Elles s'y épuisent, elles stockent quelquefois des choses qui aujourd'hui, à mon avis, voilà, merci, sans doute. Mais on reviendra devant vous quand on aura plus avancé sur l'instruction, et je peux demander à la fois à Colette et à Alain Tafoureau, et accompagné de Laurent et de Martial, sur tous ces enjeux de sécurité, bien vouloir commencer, si la délibération est votée aujourd'hui, de commencer désormais à travailler. On ne peut pas faire les choses à l'envers. Non, mais je les vois cette délibération. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Direz-vous les raisons de votre abstention? Elle est adoptée. Alors, je donne maintenant la parole toujours à M. Reyes pour un autre... non, c'est M. Ah, excusez-moi, Mme Joudani en plus. Je veux bien. C'est le compte, puisqu'on en a parlé cet après-midi. Mme Joudani, puisque, voilà, porter en d'autres noms un projet ambitieux face à l'école Gaston Dumont, j'aimerais que vous nous rappeliez ce qu'est ce projet et ensuite la proposition
de vente d'une parcelle d'un terrain communal. Oui, alors l'année dernière, le 26 juin, nous avons délibéré pour louer la maison des Aigrefins à un personnel, à des professionnels de la santé, en particulier des kinés. Donc ils occupent depuis 5 mois cette maison, ils ont fait donc un certain nombre de travaux et donc ça fonctionne plutôt bien. Mais lors de nos négociations, nous avions envisagé avec eux de monter un cabinet médical et pour cela il leur fallait un terrain et nous leur avions suggéré à l'époque effectivement le terrain rue des Trois Rottes, c'est-à-dire en face de l'école Gaston Dumont. Alors désormais le projet avance, il est même bien avancé et ils nous ont fait la proposition suivante, c'est d'acheter un bout de ce terrain. Nous consentirions à leur vendre 400 mètres carrés au prix de 100 000 € hors taxe. Ça a été évalué par les domaines à 92 000 €. Et évidemment, nous avons négocié avec eux le parking, c'est-à-dire de faire des travaux et de mettre en place un parking de 15 places de stationnement. Et tout cela, évidemment, avec des conditions suspensives, obtention de financement, etc. etc. Alors, il vous est proposé dans cette délibération, bien entendu, d'accepter de vendre à leur société la superficie, enfin le terrain de 400 mètres carrés, et d'autoriser Monsieur le maire de signer la promesse de vente. Voilà. Merci Madame. Merci Madame Averclin. Y a-t-il des questions concernant cette délibération et cette belle ambition d'une maison médicalisée nord-ouest de notre ville? Je ne sais pas, là vous avez la parole. Juste une remarque, en ce qui nous concerne, ce projet est bon, donc nous l'approuvons. Eh bien écoutez, ça vous honore, chers collègues. En effet, je pense que le Prozac, mais bien le projet que nous a rapporté notre collègue est donc très très intéressant. Il fallait aller vite maintenant parce que ils ont besoin d'avoir en fait une délibération. Je dirais que l'unanimité va beaucoup les aider devant leur banquier, je le dis ici, voilà, parce que ça va aider à bâtir leur projet. Ce que m'a dit Mme Averclin Joudali, c'est qu'ils ont rencontré leur clientèle, que je le dis ici, ça se passe bien. Et que là aussi il y avait eu un soutien du conseil municipal, de rappeler que dans la maison qui appartient à la ville, vous savez, la dépendance face à ce qu'on appelle le château des Greffins a été complètement restaurée pour 0 € pour la commune. Alors c'est sûr, il n'y a pas de loyer, mais si tout va bien, lorsqu'ils nous quitteront, parce que leur projet c'est de pouvoir, si je ne m'abuse, commencer à bâtir s'installer en 16, hein, c'est ça Madame Averclin? Oui, alors ils sont très très ambitieux puisqu'ils aimeraient commencer les travaux en septembre. Et être installé en 2016, c'est-à-dire honorer le bail de 2 ans, en fait, et ne pas aller au-delà. Mais je vous remercie parce que c'est un projet très ambitieux, les négociations avancent, et comme vous, je trouve que c'est un beau projet. Donc je le défends, évidemment. Voilà, et tout ça s'inscrivant, vous le savez, on a déjà, je crois ici, eu l'occasion d'évoquer, dans une cartographie seine-et-marnaise qui souffre, je dirais, d'un déficit de médecins, même à Volpénil, hein, il y a quelques pathologies, spécialités qui ne sont pas couvertes. Et je voudrais à ce propos dire hier sur de nombreux collègues y étaient, et remercier l'initiative là aussi des honneurs ce soir, de la réunion qui s'est tenue hier en conseil municipal. Comment? Je dors, hein. Qui réunissait en fait un grand nombre de professionnels de santé volpéniques qui ont eu l'honneur de croiser le directeur de l'hôpital qui a pu expliquer où en était le projet d'hôpital à Melun, puisque l'un des grands défis, j'ai eu l'occasion de dire ici, c'est ce qu'on appelle le taux de fuite, puisque plus de 50% de nos concitoyens à l'échelle de l'agglomération vont se soigner ailleurs parce que l'offre n'est pas à la hauteur de l'exigence aujourd'hui. Tout ça allait peut-être une fois aux urgences ou ailleurs, et voilà, il y a des grands progrès à faire.
et que voilà, l'hôpital devrait sortir de terre en 2017 et nous avions souhaité que le directeur vienne présenter aux professionnels de santé l'état du projet. Et nous aurons l'occasion ici aussi de revenir sur ensuite ce que deviendra l'actuel hôpital. Ça c'est un grand sujet, rappelant que 6 hectares, enfin en tout cas que l'hôpital occupe 6 hectares sur la commune de Volpénil. Les terres n'appartiennent pas à Volpénil. Il y a 6 hectares et il y a plusieurs projets qui se dessinent, rappelant que nous étions fermement opposés à la construction de logements en lieu et place du bâtiment principal de l'hôpital. Monsieur Reyes, vous voulez dire un mot? Oui, juste pour dire que c'est bien que tout le monde ait voté à l'unanimité, parce que ça va les aider certainement auprès de leur banquier, de beaux projets, et en plus la mairie donc, les aidera dans une modification, enfin une adaptation du PLU, qui n'est pas très clair en la matière. On ne va pas faire quelque chose de catastrophique, mais c'est pas très clair. Donc par rapport à leur profession, de façon à ce qu'ils puissent s'installer tranquillement, sans moins de soucis d'urbanisme. Très bonne remarque. Donc nous aurons dans le premier semestre, M. Reyes nous proposera une révision du PLU qui notamment intégrera la capacité de transformer cet espace vert, dont je rappelle qu'il est peu utilisé, ou pas, et quand il l'est, pas toujours pour les bonnes raisons. Oui, concernant la réunion avec le directeur de l'hôpital, je voulais porter ce soir les remerciements du corps médical qui s'est réuni pour la 3e fois à la mairie. Donc il vous remercie chaleureusement et remercie la mairie pour avoir réuni une 3e fois l'ensemble du corps médical et de prendre en considération leurs souffrances et leurs questionnements. Donc merci monsieur le maire. Merci, bien écoutez, c'est adopté. Maintenant, on va s'offrir une virgule de poésie. Je donne peut-être la parole à nouveau à M. Reyes qui voudrait nous proposer un nom. La poésie, c'est pour vous, M. Reyes. Je ne savais pas. C'est lequel? Ah, c'est le Clos des Vignes. Bon, cette semaine, enfin la semaine dernière, un comité consultatif a eu lieu dans cette même salle où le projet a été présenté, le projet des logements rue des Rechèvres. Donc on a répondu aux questions. Nous avons reçu avec M. le maire également des riverains qui nous ont fait part de quelques inquiétudes. Donc on a bien pris en compte, on a bien pris note de leurs griefs. Et on va donc essayer de voir avec l'aménageur comment on peut faire. Alors en gros il y a 4 points importants. C'est l'histoire de la marge de recul des 4 mètres, purement technique. Ensuite, il y a l'histoire des parkings, comme toujours. Vous allez faire plaisir à M. Pratola, là. Les parkings, oui, c'est un vrai problème, les parkings. Enfin, je ne sais pas, je ne vais pas t'expliquer, tu le sais mieux que moi. Et aussi la sécurité et l'aménagement du chantier. Pour qu'il y ait de gêne au niveau de la rue de Recherche, qui n'est pas très. C'est pas une autoroute, hein. Donc c'est pas facile. Il faut essayer de faire ça au mieux pour ne pas gêner les riverains. Et donc, pour la poésie, on va proposer le Clos des Vignes, pour le nom de ce programme immobilier. Alors, avant que je vous demande votre avis, j'ai juste oublié une chose dans l'enthousiasme unanimiste, c'est que nous n'avons pas voté sur l'incident de délibération. Je vois Anselme, on n'a pas voté. Ils sont sympas, alors c'est à cause du maire. C'est notre ami Jean-François Chibos, ne m'étonne pas, donc, mille pardon, chers collègues. Donc je refais un reword, comme on disait sur les vieux magnétos. Donc je mets aux voix la délibération sur la vente du terrain en vue de la maison médicalisée. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions à l'unanimité, je vous remercie. Et sur cet instant de poésie, y a-t-il des questions ou des remarques concernant ce programme et son nom? Monsieur Pratola, je vous sens littéraire ce soir. À contrario de la délibération précédente, nous considérons que la rue de la Rochelle est un mauvais projet. On a débattu déjà dans les conseils municipaux précédents. Et puis l'appeler Clos des Vignes, on supprime les vignes, c'est un peu volontairement de première classe. Nous sommes contre ce projet-là. Nous abstenons. Très bien. Il n'aura pas échappé que les vignes étaient moribondes et que nous avions tenté par le pensée de leur redonner vie. Nous n'avions pas le talent des vignerons de Montmartre, mais c'était ce d'abandon. Et je rappelle que sur un autre projet, vous n'étiez pas abstenu quand il s'agissait de faire un parking. Car, je voudrais juste vous rafraîchir la mémoire, ça avait été l'objet d'un débat assez animé. Je vous renvoie vos votes à l'époque
la vigne était sacrifiée si on avait fait un parking en lieu et place pour mieux desservir la rue des Rochettes. Quant au programme, votre position est légitime et je dirais nous avons beaucoup réfléchi. Il faut savoir entendre les remarques de tous les élus. Et nous allons y travailler. Nous sommes fermes sur le fait de dire que c'est un bon programme. C'est un bon programme que d'avoir 29 logements sociaux en cœur de ville. C'est conforme au plan local d'urbanisme, c'est conforme à l'ambition que nous portons sur le cœur de ville et la mixité à laquelle nous sommes tant attachés. Et j'ai la faiblesse de penser que ce sera peut-être un des plus beaux bâtis du cœur de ville. Nous avons été de ceux qui ont d'abord permis la réhabilitation des immeubles, et c'est pas tout à fait fini, je pense à la rue Germain-Sirena, voilà, on a requalifié, amélioré, c'est sécurisé, encore beaucoup de progrès à faire. Je pense à l'éclairage public, j'ai eu l'occasion d'en parler lors de la cérémonie des vœux. Il y a des arbres qui sont implantés sur certaines artères pour redonner un peu de verdure et de vie à tout cela pour que ce soit un moins minéral. Nous allons nous y atteler. En revanche, là où je vous donne raison, monsieur Cotolet, nous avons écouté parce que nous vous écoutons beaucoup. Nous avons beaucoup de mémoire. Et qu'en effet, sur la question du stationnement, c'est un défi qu'on doit relever. Absolument. C'est pour ça qu'on a imposé aux bailleurs d'avoir des parkings souterrains. Il n'y a pas de garantie que les gens les utilisent, tout dépendra du prix de location de ces sous-sols et de la qualité de ces parkings. Parce que très souvent, ceux qui existent aujourd'hui en centre-ville ne sont pas sécurisés. Moi, j'irai même pas. Hein, c'est toujours facile de dire il y a qu'à, faut y aller, moi j'irai pas. Je ressemble à n'importe quel de mes concitoyens, et ce sera un des grands débats que nous aurons un jour sur comment on peut se réapproprier les sous-sols. Et puis surtout, ce qu'il faut faire, c'est écouter ce que nous ont dit nos concitoyens, qu'on a écoutés, sont inquiets, mais normal, c'est, vous savez, le vieil adage en anglais, not in my backyard, c'est qu'il faut du logement social, mais pas tout près de chez moi. Mais il ne s'agit pas de les fustiger, il faut les entendre, il faut les écouter. Et il y aura un groupe de travail qui va être constitué, qui sera ouvert à nos concitoyens. Un vrai groupe de travail, juste une réunion de concertation, avec l'architecte, avec le bailleur, avec un commerce qui est à proximité, qui pose d'autres problèmes. Et en fait, à la faveur de ces remarques, il faudra aussi appréhender l'ensemble de la rue des Rechèvres, parce que, oui, sur la circulation, on l'a évoqué, on en parlera au moment du débat d'orientation budgétaire. À certains moments de la journée, il faut freiner la vitesse. Nous casserons cette vitesse comme on l'a fait dans les écoles. Il faut aussi qu'un certain nombre de stationnements sauvages, alors qu'il y a un parking qui était prévu pour le commerce, eh bien, puisse être reconquis. Et c'est dans ce cas où nous allons créer les conditions pour que, par rapport à ces 29 logements, dont je devine un peu la typologie des personnes, et j'ai la faiblesse de penser aussi qu'il n'y aura pas d'autant de véhicules qu'on le croit, parce que Ginette et d'autres connaissent les listes d'attente. Et comme dans le premier programme, nous aurons un droit de tirage, c'est une autorité de cette je vois très bien les familles qui sont en attente. Elles aimeraient bien avoir une voiture. Alors vraiment, elles aimeraient bien avoir une voiture, et je souhaite qu'elles en aient une un jour. C'est un signe aussi de progrès social. Et nous allons être vigilants là. Et sur le stationnement un peu sauvage de la rue des Rechèvres, sur la sécurité routière, ce sont des questions que nous allons appréhender au même titre que la question du stationnement. Madame Moreau. Je voulais juste donner deux petites informations justement par rapport à ces nouvelles constructions. Il faut savoir que pour que ces parkings puissent être utilisés, nous on a demandé à chaque fois dans les nouveaux bâtiments, dans les nouvelles constructions, qu'il y ait des ascenseurs qui partent de ces parkings. Donc l'accès est beaucoup plus facile, alors que précédemment les parkings souterrains n'avaient pas n'avaient pas d'ascenseur. Et je voulais également donc préciser qu'aujourd'hui on a déjà des personnes qui nous demandent d'être sur les listes d'attente pour les nouveaux logements, et en particulier déjà pour la rue des Rechèvres. Donc en ce qui concerne les logements qui sont aujourd'hui attribués au chemin vert, les personnes étaient depuis plus d'1 an et presque 2 ans sur les listes d'attente. Dès que les constructions ont démarré, on a déjà eu des personnes qui voulaient être sur les listes d'attente. Donc il y a quand même vraiment une attente importante par rapport aux logements sociaux sur notre commune. Ça, il ne faut pas le garder. Voilà, après j'ai bien compris que ce n'était pas une position contre le logement social. Je laisse caricaturer votre pensée. Après, c'est ce qui nous oppose, c'est qu'il faut densifier là où c'est possible. Il faut densifier là où il y a une nécessité de sauver nos écoles. On reviendra peut-être en train, donc il faut des familles avec des enfants. Il faut densifier là où on est proche des services publics.
il faut densifier là où dans une petite ville comme la nôtre, il y a des commerces. Ce qui fait que, parmi les débats que nous aurons, il faudra autant s'atteler à la question du stationnement, je respecte votre point de vue, que celle des cheminements. Parce que c'est ça aussi le défi qui est pour nous. Voilà. Et accessoirement de rappeler qu'il faudra aussi recréer voilà, peut-être des chemins plus naturels et un peu plus imposés, un peu plus régulés. Nous serons là aussi pour sanctionner après avoir prévenu un immense parking qui s'appelle aussi le parking de la ferme des Jeux, qui un jour, lorsque nous en aurons les moyens, lui aussi sera requalifié et peut-être davantage sécurisé, parce qu'il y a quelquefois des difficultés. Quelquefois, Gio pense que c'est plutôt gincana que soirée de réalisation. Et voilà, on règle les problèmes un par un avec nos moyens. Et je vous invite vraiment à réfléchir sur cette question. Quand on construit, c'est pas juste qu'il y a une hypothèse foncière, c'est une pensée globale. Où sont les écoles, où sont les services publics, où sont les équipements culturels, où sont les commerces, où est-ce que nous allons aussi densifier en commerce. Et vous verrez dans un prochain conseil municipal, peut-être aurons à formuler de nouvelles propositions sur notre capacité encore là aussi à densifier le commerce en cœur de ville. Et à ce propos, j'avais évoqué ici dans un précédent conseil municipal que nous aurions un débat sur une vision à long terme du logement. Ça tombe bien puisque, à la faveur de ce débat que je vous propose plutôt après l'adoption du DOB, enfin après l'examen budgétaire et l'adoption du budget en mars, c'est qu'on l'ait peut-être début avril. Hein, on fait un temps un peu plus serein. Je proposerai au président du groupe une réunion pour qu'on l'organise, ce débat, voilà, sereinement, et que chacun ait toutes les infos, parce que sinon on est en position de force. Il y a plus d'infos que vous en avez, mais on va partager des infos, et surtout je demanderai à Mme Moreau, dans le cadre du comité consultatif que préside notre ami Alain Tafourou, de mettre sur le débat public ce que sont, on y a travaillé ce matin, les grandes données de ce qu'on appelle le PLH, le plan local d'habitat, qui en fait nous engage sur les années 2016-2021 et qui sera adopté par la communauté. Et il faut donc une juste concordance, qu'il y ait un débat au conseil municipal avant que nous puissions nous-mêmes nous exprimer au nom de la ville dans le cadre de PLH. Je réponds à ce que avait été notre échange la dernière fois, de proposer avril. Et puis M. Malmassari, il ira peut-être un petit mot sur le calendrier justement budgétaire, parce que certains, à juste titre, partent en vacances, ils ont cette chance et ce droit. Donc je pense que nous ferons plutôt, chers collègues, un débat d'orientation budgétaire début mars, peut-être que moi-même je vais prendre une réponse, pour un examen budgétaire fin mars. Voilà. C'est parce que certains de nos collègues nous ont dit aussi qu'ils n'étaient pas là sur la période, parce que souvent c'est le moment où ils peuvent être en famille et partir en vacances. Donc je vais faire cette petite incise. Alors je mets aux voix donc la dénomination et non pas le programme. C'est pour ça qu'il faut le distinguer dans le vote de ce joli nom qui s'appelle le Clos des Vignes. Je mets aux voix, y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? 5 abstentions adoptées. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole à M. Malmassari sur les primes de technicité des personnels de la bibliothèque. Oui, monsieur le maire. Oui, alors il s'agit des primes de technicité forfaitaire des personnels des bibliothèques. En fait, on est un peu en train de mettre à jour les anciennes délibérations. On essaye un peu de prendre les devants parce que nous avons le Cour général des comptes qui est assez titilleux sur des points de règlement. Alors pour faire très simple, il s'agit de mettre à jour les dénominations des grades afin que les primes de technicité forfaitaire soient bien allouées aux grades respectifs. Alors c'est-à-dire qu'avant, on avait des bibliothécaires, et aujourd'hui, nous avons des bibliothécaires territoriaux. Avant, nous avions des attachés de conservation, et aujourd'hui, nous avons des attachés territoriaux de conservation du patrimoine. Avant, nous avions 2 grades d'assistants qualifiés de conservation et assistants de conservation. Aujourd'hui, sont regroupés en un seul grade, des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et du bien. Voilà, donc c'est une mise à jour de dénomination de grade pour être bien conforme dans la législation. Voilà, donc il vous est demandé de modifier la précédente délibération qui va annuler l'ancienne délibération prise de 80. Et de compléter en disant que ça n'a aucune incidence budgétaire. Voilà, ça ne change rien au régime indemnitaire, donc au budget de la ville. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Il y a la page de voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions à l'unanimité? Je vous remercie.
Toujours M. Malmassari pour prime de suggestion concernant les personnels qui désormais assurent l'accueil de l'Arcature. Donc c'est le même principe, hein, c'est une mise à jour de dénomination. Alors avant nous avions des agents qualifiés du patrimoine et aujourd'hui ils sont devenus des agents du patrimoine, alors principal de première classe et principal de deuxième classe. Et les agents du patrimoine aujourd'hui deviennent aussi des agents du patrimoine première classe et deuxième classe. Là c'est un changement de dénomination qui nous met en conformité avec leur livre. Y a-t-il des questions concernant cette délibération patrimoniale? Il n'y en a pas, je mets aux voix. Y a-t-il des votements? Les abstentions à l'unanimité, je vous remercie. Juste un mot pour vous dire, pour ceux qui ne sont pas encore allés, vraiment, je vous invite fortement, comme tous les élus sont allés, à aller dans notre nouvelle bibliothèque. Monsieur le directeur général me glissait sur un post-it que la fréquentation va croissante. Hein, je pense que Henri, tu as peut-être les mêmes informations que Je n'ai pas moi. encore les informations, mais vu le cadre dans lequel on va travailler, ça va être vraiment quelque chose de tout à fait réjouissant de voir la fréquentation, c'est sûr. Oui. Je vois quelquefois le week-end, samedi quand je passe, il y a évidence une adhésion a priori, et puis pour notre réforme des rythmes scolaires, désormais, voilà, des lieux pour nos enfants, et bon, vous nous referez un bilan avec cette prévue, Madame Détins, lequel vous pourrez parler de l'Arcature. Alors, toujours pour Monsieur Malmassari, un droit qui est ouvert à certains de nos collaborateurs sur la prise en charge de congés bonifiés. Oui, donc vous savez que la loi du 28 janvier 1984 instituait au profit des fonctionnaires territoriaux originaires des départements d'outre-mer un régime de congés dit bonifié. Et dans ce régime des congés bonifiés, il y a la prise en charge totale des frais de voyage, transport aérien aller-retour. Donc nous avons un adjoint technique deuxième classe, service voirie, qui se rendra en Martinique. Et donc le montant du voyage est de 2047 €. Voilà, c'est le droit ouvert à nos compatriotes issus des dom-tom. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Je les envoie. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, ce qui leur un beau voyage. Alors, toujours M. Malmassari, les vacances arrivent, comme je le disais, il nous faudra pour accueillir nos enfants des besoins d'emploi saisonnier. Vous avez la parole. Donc il s'agit des besoins saisonniers pour le centre de loisirs. Donc au niveau du service enfance, pour les vacances de février 2015, il y a 5 postes d'adjoint d'animation de deuxième classe au premier échelon, 2 postes d'adjoint d'animation de deuxième classe au premier échelon. Et pour le service jeunesse, au niveau des pré-ados, il y aura 2 postes d'adjoint d'animation de deuxième classe au premier échelon. Et pour les adolescents, 1 poste d'adjoint d'animation de deuxième classe au premier échelon. Donc ça concerne le centre de loisirs et les accueils jeunes. Merci M. Malmassari. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets au voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions à l'unanimité? Je vous remercie. À présent, Madame Ribeiro, vous voulez nous faire une proposition de modification du règlement intérieur de la bibliothèque municipale et j'ai envie de dire désormais plutôt communautaire, puisque nous serons au-delà de votre pays. Vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Donc il s'agit de demandes pour modifier le règlement intérieur de la bibliothèque. Donc on propose de réserver des jeux exclusivement à l'emprunt. Car vous savez que suite à l'ouverture de l'Arcature, la bibliothèque a réorganisé les locaux et il permet aux enfants plutôt d'accéder à plus de jeux. Par contre, on souhaiterait mettre à disposition des jeux uniquement pour l'emprunt. Voilà. Y a-t-il des questions concernant cette modification? De rappeler ce que nous avons évoqué aussi, puisque c'est dans le prolongement du débat budgétaire, c'est que après que nous avons, je pense, améliorer les conditions d'accueil, il faudra, dans une prochaine étape, j'espère dès 2015, bien ripoliner, diraient les anciens, et puis remeubler un peu la bibliothèque, puisque j'ai sous les yeux quand même l'évolution de la fréquentation qui va croissante. Je n'ai pas les chiffres de 2014, mais je ne sais pas si je les avais déjà évoqués en conseil municipal.
Là, on est passé d'une fréquentation de 13 099 en 2011 à 18 234 à fin 2013. Donc, ça intègre bien évidemment les temps périscolaires, pour être complètement clair. Donc, c'est une belle réussite et qui est bien subventionnée par la communauté, ce qui fait que c'est un coût moindre à assumer pour notre commune. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, je mets au point. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Et bien toujours... non, cette fois-ci, est-ce que Mme Ronchon veut bien prendre la parole, même si je sais qu'elle un peu... Elle toussote un peu, mais elle va... Essayez de ne pas tousser pendant son intervention. Voilà, j'interviens pour solliciter une nouvelle aide, solliciter l'aide financière de la CAF à hauteur de 6 000 € afin de pouvoir continuer à mettre en place l'université de parents qui a un objectif bien précis depuis plusieurs années afin d'accompagner les parents et les familles en organisant des rencontres, des conférences et facilitant ainsi les expériences et les échanges entre les familles. Je peux vous faire un bilan bref du bilan d'activité 2014. Il y a eu plusieurs ateliers. En général, le nombre d'ateliers, ça a ciblé plus particulièrement les parents pour les enfants de jusqu'à 12 ans, voilà, et ensuite les ados. Il y a eu une participation importante, une sont régulière de ces familles en 2014, et parallèlement, il y a un pôle d'écoute qui a été mis en place. C'est un service gratuit d'écoute qui conseille, qui oriente les parents qui rencontrent des difficultés, et ce pôle d'écoute est animé par une psychologue qui assure des permanences. Au cours de l'année 2013, 10 familles ont pu bénéficier de ce service à raison de 1 à 5 rendez-vous, selon les problématiques. Alors les problématiques les plus abordées sont généralement le positionnement des parents, le respect de l'autorité parentale, les limites, la gestion des colères. En 2014, il y a eu 5 familles seulement ont suivi ce pôle d'écoute. On suppose que c'est peut-être cette baisse de fréquentation est peut-être due à une méconnaissance du dispositif. C'est pour cela que dès septembre a été relancée une information auprès des familles pour qu'elles puissent prendre connaissance qu'elles ont ce pôle d'écoute qui est à leur disposition. En ce qui concerne 2015, puisque la subvention qui est sollicitée auprès de la CAF concerne l'année 2015, ont été mis en place, vous avez pu avoir connaissance des ateliers d'intergénération, ont été mis en place les cafés parents, qui ont lieu le samedi. Un a lieu prochainement, je vous invite donc, c'est le samedi 7 février de 10h à 12h, qui concerne particulièrement les addictions telles que l'alcool, tabac et cannabis. Et quel risque pour mon ado? C'est un débat qui est ouvert et l'entrée est libre. Donc je vous rappelle, voilà, d'autres projets sont en vue. Sur le monde virtuel, sur l'inégalité frères et sœurs. Toujours des thèmes en lien avec les relations parents-enfants et la famille. Il y a aussi un café jeunes parents qui est 2 vendredis par mois avec des thématiques pour les parents et les assistantes maternelles d'enfants d'au moins 3 ans qui a lieu à l'Arcature. Le premier a eu lieu et a rencontré un bon succès. Voilà. Il y a deux nouveaux ateliers de communication bienveillante. Il y en a un pour les parents d'enfants, 7 séances, et un pour les parents d'ados, 5 séances. C'est-à-dire c'est la reproduction de ce qui avait été mis en place en 2014. Il y a une option maintenant qui a été mise un peu dans le cadre d'étapes. Nous avons sollicité une chronobiologiste, de référence, qui est Claire Lecomte, et qui devrait animer en soirée à la Grange un débat portant particulièrement
sur les rythmes biologiques, et elle pourra en même temps répondre aux questions des parents par rapport au rythme scolaire. Mais son intervention portera essentiellement sur les rythmes biologiques. Mais évidemment, elle fera sans doute état aussi de la relation qu'on peut établir entre le rythme chronobiologique et le rythme de l'école. Alors, le problème, c'est que si on m'a dit que c'était un jeudi, je suis en contact régulier avec elle, et c'est une date difficile pour elle le jeudi, donc elle essaie de trouver assez rapidement. Elle est très prise, elle travaille dans un grand nombre de communes, elle est engagée particulièrement dans les aménagements d'étapes, hein. Mais elle essaie de se libérer pour un jeudi. Voilà. Alors ce sont bien sûr des prévisions qui peuvent évoluer, hein. Après, ici on verra en fonction particulièrement d'un questionnaire qui est accessible depuis le 10 janvier sur les besoins et les envies des parents, et en termes de thématiques et autour de l'éducation. Alors ils ont jusqu'à la fin du mois pour y répondre, et c'est à partir... alors je vous invite aussi à rappeler, si vous avez des amis, des familles, hein, à ce qu'ils remplissent ce questionnaire. C'est un éclairage important pour nous, pour qu'on puisse répondre réellement aux demandes et aux vraies demandes des familles et des parents. Comment ? Le questionnaire, il sera sur le reflet. Il sera sur le prochain reflet, voilà. Mais il est aussi, c'est présent sous ces aspects-là, c'est une petite feuille verte, enfin, plusieurs feuilles vertes, recto verso, qui sont à votre disposition à l'arcature. Voilà. Donc, afin de pouvoir poursuivre toutes ces actions, nous sollicitons une aide financière à hauteur de 6 000 € auprès de la CAF. Eh bien, vous aviez de la voix. Vous pouvez tousser. Buvez un peu d'eau. Je vous remercie pour cet exposé exhaustif qui permet de remettre un peu en perspective notre belle université de parents. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Alors, M. Chalot, peut-être juste un mot, parce que... Comme je m'abstiendrai, car je suis administrateur à la carte, je ne voterai pas, je m'abstiendrai. J'irais même jusqu'à vous proposer de ne pas participer au vote. De ne pas participer au vote. Voilà, vous êtes administrateur. Je le dis ici parce que souvent je dis Jean-François Chalot, mais pour une fois son activisme est utile, et peu le savent, mais ce qu'il fait à la carte pour ville est très important. Je vais le dire publiquement. Il a compris entre les lignes que sur le projet de secours populaire, administrateur, je ne doute pas qu'il saura défendre les intérêts de la ville et du secours populaire. Donc d'avance, merci M. Chalot de ce que vous ferez pour nous. Alors, 6 000 € de recettes, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Comme le veut la tradition, quelques remerciements. Et le premier auquel je m'associe s'adresse à M. Laurent Vansenbourg. Nous avons reçu un mot très touchant. Je ne citerai pas cette dame, vous comprendrez, parce qu'il y a eu un problème au cimetière et la société s'est bien comportée, il faut le dire. Il y a eu un accident de chantier, comme on dit, avec une pierre tombale qui a été cassée. Laurent, qui va tous les jours, a pu le remarquer, est intervenu, et la personne du chemin de son groupe, mais voilà, ça fait un long manuscrit à vous remercier chaleureusement pour votre intervention. Je ne goûte pas au plaisir de, pour une fois, mettre à l'honneur mon assistante Martine Busato, voilà, par une personne qui a été gratifiée d'une médaille, Madame Chartier, qui a reçu la médaille de la ville, et qui propose, en se félicitant de l'initiative de la ville, d'éventuellement envisager un jour une médaille pour la meilleure secrétaire de la ville. Voilà, je trouve qu'elle a raison, puisque avant moi et tous ceux qui sont ici ont pu profiter aussi Martine Busato. Des fois elle filtre, parce qu'elle essaie de protéger longtemps, mais sa loyauté n'a d'égal que son efficacité. Nous avons aussi une lettre de remerciement du comité départemental handisport de Seine-et-Marne, qui nous remercie pour la subvention que le conseil municipal lui est adressé, voté, pardon. Petit mot, Madame Ribeiro de l'IME Lamarelle, c'est Andy, Caïf et Nadia qui veulent dire combien ils apprécient l'accueil qui leur est réservé par notre équipe de la bibliothèque.
Voilà, remerciements. Questions diverses à présent, comme c'est de la question. Y a-t-il des questions diverses au sein du conseil municipal? Monsieur Masson, vous vouliez dire un mot? Oui, moi, je voudrais revenir, si vous le permettez, sur le conseil municipal du 11 décembre. Lors de ce conseil municipal, plusieurs questions avaient été posées par le public et 3 concernaient le transport. Alors, la première, c'était l'absence d'abribus à l'arrêt Clos Saint-Martin. Cet abribus a été démonté par les services techniques car il était en mauvais état. Il pouvait être dangereux, il y avait des problèmes de rouille, notamment au niveau des points de fixation. Très rapidement, il sera remplacé par l'abribus qui se trouve actuellement rue de Maréchal. C'est un abribus qui n'a plus aucune utilité dans la mesure où les lignes ont été modifiées. Elles passent l'arrêt, c'est l'arrêt maintenant 11 novembre. Les services techniques ont programmé ce déplacement pour le premier trimestre 2015, mais on a bon espoir que ça se passe un petit peu avant. Le deuxième problème des transports, ça concerne les quartiers sud de Volpénil. Alors, quartier sud, ce que j'appelle quartier sud, rue du Port, rue des Vignes, rue du Bois-Massy, rue de Seine, rue de Chartres. Le problème est une insuffisance de transport en commun dans ce secteur. Alors, ces habitants n'ont que les C-directs pour se rendre à la gare, ce qui fait simplement 3 possibilités. C'est bien peu si on compare avec certains secteurs de Volpénil. Je pense au Moustier, où il y a 46 possibilités pour se rendre à la gare, et à peu près 46 pour revenir. Et il y a d'autres endroits, rue de la Gouette, qui en ont encore bien plus. Il faut donc travailler dans 2 directions. Augmenter le nombre de C-directs, c'est la demande qui nous a été faite. C'est une demande qui est justifiée. Il faut reconnaître que cette ligne est très intéressante puisque les habitants de ce quartier mettent 12 minutes pour se rendre à la gare. C'est quand même assez intéressant. Et ceux qui sont à l'arrêt rue du Port, ils mettent simplement 11 minutes. Donc très intéressant. Mais aussi on peut peut-être modifier le tracé de certaines lignes existantes. Alors, moi j'avais pensé à la ligne C. Au lieu de la faire passer par la route de Livry, la faire passer par la rue du Port, la rue des Vignes, la rue des Chemcarnes, bon, ça présentera quand même quelques inconvénients puisque la durée du trajet par rapport au C-direct sera multipliée par 3. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut étudier mais peut-être ne pas retenir. De toute façon, tout nouveau projet doit être validé par les usagers, les services techniques, la communauté d'agglomération et le syndicat des transports d'Île-de-France. En général, quand la communauté d'agglomération valide, le projet est ensuite validé par le STIF. Ces demandes ont été transmises à la communauté d'agglomération le vendredi qui a suivi le conseil, ça a été fait par courrier électronique. De plus, un courrier qui va être signé par M. le maire va être adressé à la communauté d'agglomération. Il est pratiquement terminé. Dans ce courrier, nous indiquons que la ville de Volpénil est disponible pour étudier toute solution qui permettrait de remédier à ces insuffisances. Le troisième, c'était la ligne M. Alors la ligne M, peut-être, je trouve que c'est une très belle ligne. Troisième problème, c'était donc la ligne M. Une très belle ligne parce qu'elle dessert l'hôpital de Melun, la salle des fêtes, la piscine de Melun, la gare de Melun, la gare de Livry. Il y a progression dans la fréquentation dans cette ligne, mais je pense qu'elle mériterait beaucoup mieux, elle mériterait d'être davantage connue. Le problème de cette ligne, c'est que difficulté d'emprunter la ligne M aux heures scolaires. Alors, il avait été cité au conseil municipal, le bus qui passe à 7h52, je crois que c'était Basse-Seine. Alors, cette ligne, elle est très empruntée par les lycéens parce qu'il y a un arrêt place du 14 juillet. Alors, les lycéens n'utilisent pas les autres lignes dans la mesure où l'arrêt le plus proche se trouve au Moustier. Alors, on a signalé ce problème à la communauté d'agglomération pour qu'elle essaye de trouver une solution. On n'a pas de nouvelles pour le moment. Une solution pourrait peut-être être envisagée en modifiant la ligne S6, qui est une ligne scolaire. C'est une ligne qui est aussi très empruntée. La dernière chose que je voulais dire, c'est un petit rappel, c'est
Donc le 2 février sera mise en place l'extension de l'amplitude horaire en fin de soirée. La ville de Volpigny l'avait demandé, depuis longtemps, on est donc très satisfait. Il faut quand même savoir que du lundi au vendredi, le départ de la gare de Melun, la dernière course sera à 22h53. Actuellement, elle est à 21h23, donc ça fait quand même de nouvelles possibilités. Ça fera 3 courses supplémentaires par jour. Même chose pour le samedi. Et le samedi, nous aurons 5 courses supplémentaires. La dernière course étant à 22h55, alors qu'actuellement, elle est à 20h25. Alors ça va rendre service à certains habitants de Volpigny. C'est un plus pour eux au niveau des finances, parce que certains n'auront pas à financer le parking. Une année de parking, à Melun, c'est sensiblement 500 €. Donc ça n'est pas rien. Et c'est très positif au niveau écologique. Je crois qu'il faut le faire connaître à l'ensemble des Pénibauxois. Il y a un article qui est paru dans Reflet. La publicité a été faite aussi par la communauté d'agglomération. Et je crois qu'on peut autour de soi le signaler aux usagers des transports. Notre docteur S Transport a parlé et je remercie Jean-Louis Masson. Je pense que les premiers points qui ont été évoqués, certains de nos concitoyens qui sont ici nous ont posé des bonnes questions, très très bonnes questions, parce que ça nous renvoie, ça nous réveille sur les zones qui sont sous-dotées, si vous m'autorisez l'expression. Je vous donne le fond de ma pensée, ça va prendre un peu de temps. Il faut dire la vérité, on va batailler. Et la bonne nouvelle que nous a fait déjà en son temps partager Jean-Louis, c'est quelques années de bataille. Il faut dire les choses, mais je pense que sur au bord des vignes, il y a un vrai sujet qui renverra la question qu'on aura et qu'on a eu tout à l'heure sur où on construit, où on urbanise, où ça va prospérer, bref. Mais je sais que ça va prendre un peu de temps. Je pense qu'il faut dire la vérité. On ne lâche pas. Ils nous appellent un peu les pénibles, surtout Jean-Louis Masson. Il dit qu'il est très pénible. C'est presque une qualité. J'en fais presque mon fils spirituel. Mais il faut garder l'espoir. Je veux dire par là que être patient et garder l'espoir, la preuve en est, c'est sur l'allongement des durées. C'était inimaginable la première fois. On avait été les seuls. Ça sera un peu peut-être, je veux dire, c'est toujours pas pénible, mais on nous avait un peu ri au nez. Et puis, à force de bataille, de conviction, de persuasion, de mobilisation, je dois vous dire que quand on peut nous s'appuyer sur des interpellations de nos concitoyens, ça a quelquefois autant, si ce n'est davantage le cas. C'est là les vrais usages. Voilà, je vais juste faire cette précision là, merci. Jean-Louis. Dernier point avant de clore cette séance du Conseil municipal et donner la parole au public, en excusant notre collègue qui est en charge, Martine Bachelet, la question du jumelage. Rappeler que ceux qui le souhaitent pourront se rendre en Allemagne du 15 au 17 mai, puisque nous sommes invités par nos homologues allemands pour fêter les 25 ans de notre jumelage. De rappeler ici que les élus prennent en charge eux-mêmes leur déplacement, qu'il n'est pas pris en charge par la commune. Le seul coût, c'est, souvenez-vous, on a un peu souri, une toile de mètre à 150 € que nous avons acquise pour offrir à notre nouvel homologue et que nous recevrons, vous serez tous conviés au mois d'octobre, si je ne m'abuse, nos amis allemands, espagnols et probablement américains pour fêter les 25 ans de ce jumelage. Voilà, je voulais redire, si certains concitoyens souhaitent s'y rendre, mais à leur charge, comme les élus, nous sommes quelques-uns à nous y rendre au mois de mai prochain et les Allemands savent très bien nous recevoir. Voilà. Y a-t-il d'autres points à l'ordre du jour, chers collègues? Non, il y en a pas. Alors peut-être, si monsieur, j'oubliais les dates budgétaires, pour permettre à monsieur... Oui, on avait prévu de longue date de faire un débat d'orientation budgétaire le 26 février. Donc, comme M. Pratola n'était pas là le 26 février, on avait prévu de l'avancer le 19 février, mais le fait d'avancer le 19 février, j'ai beaucoup de collègues qui, eux, avaient déjà enregistré et pris leurs vacances en fonction de cette date du 26 février qu'on avait mis auparavant. Donc je propose un débat d'orientation budgétaire le 5 mars.
Voilà, comme ça, tout le monde sera présent. Et probablement un vote du budget, donc dans la dernière semaine de mars ou première semaine d'avril. Ça permettra à chacun de fourbir ses armes pour sérieusement ce moment important de la vie commune. Voilà. La séance est levée. En remercions